maintenant passer à la question numéro 2 de la première partie. Voilà, donc, inventaire des forces. Ici, c'est tout ce que nous avons dit oralement, les forces que nous avons citées là-bas, que nous allons mettre ici, dans la première partie. Avant de citer les forces, il faut d'abord préciser le système. Voilà, le système, c'est-à-dire l'objet d'étude. Ici. Système ici. Il est question de la bille. De masse M. Après avoir donné le système, c'est dans quel référentiel que nous travaillons. Bon, de façon. Voilà. Voilà. Référentiel terrestre supposé galiléen. Il faut aussi préciser le repère d'étude. Le repère que nous avons choisi ici, nous allons nous donner ici sur la partie AC. Repère K. Ici, bon, nous allons laisser ça maintenant. KX', KY'. C'est pour dire que dans ce repère, les axes sont KX' et KY'. C'est le point K est comme l'origine du repère. Et c'est ce point K qui représente ici le centre de gravité de la bille. Donc, bilan des forces maintenant. Bilan des forces extérieures. Nous avons le poids P de la bille. La réaction R du support. Voilà. Ici, vous avez deux possibilités. Si vous donnez la réaction R, c'est comme si ici, nous avons, comment on appelle ça, 4 forces. Vous avez l'impression que nous avons ici 4 forces, mais en réalité, c'est 2 forces. Pourquoi? Parce que la deuxième force ici n'est rien d'autre que la résultante des forces Rn et F. Vous voyez? Donc, si vous voulez faire l'inventaire des forces ici, soit vous parlez plutôt du poids, c'est-à-dire d'abord le poids, ou bien la réaction normale du support, ou bien la force de frottement. Mais si vous ne voulez pas trop écrire, donc vous pouvez écrire comme la manière que je l'ai fait là. On sait que la réaction du support R, dans cette force-là, nous avons déjà la réaction normale et la force de frottement. Donc, ce n'est plus la peine de venir encore réciter encore ces 2 forces là ici. Donc, voici un peu l'inventaire des forces. Concernant la représentation, vous allez voir ça sur la figure. Les forces sont déjà bien représentées là-bas. Donc, chers amis, on va passer à la deuxième question. Dans cette question, il est demandé de déterminer la vitesse V du point A, de la bille au point A, pour que la bille puisse atteindre le point C. Avec la vitesse au point C qui est égale à 0 mètres par seconde. La question à savoir, comment est-ce que nous allons traiter cette question? Donc, pour traiter cette question, c'est une question de vitesse. Il a dit de déterminer la vitesse d'un point, c'est-à-dire nous sommes entre 2 points. Nous avons le mouvement d'un corps entre 2 points, c'est-à-dire nous avons d'abord le point de départ et le point d'arrivée. Maintenant, il est question ici de déterminer la vitesse du solide au point de départ, connaissant la vitesse du solide au point d'arrivée, qui est le point C. Qu'ils ont donné la vitesse V indice V au point C qui est à 0 mètres par seconde. Maintenant, puisque nous connaissons la vitesse d'arrivée qui est nulle, pour déterminer la vitesse du départ, quel théorème nous allons utiliser pour pouvoir résoudre cette question? Donc, ce n'est rien que le théorème de l'énergie cinétique. C'est ce théorème-là, du moins, qui traite
ce type de questions. Donc, nos corps, nos systèmes est déjà précisés. Ici, bon, c'est la bille. On va donc utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Théorème de l'énergie cinétique. Qu'est-ce que nous dit ce théorème? Il faut préciser entre A et C. Qu'est-ce que nous dit ce théorème? Ce théorème nous dit que la variation notée d'état de l'énergie cinétique, notée comme ça, entre deux points, voilà, dans notre cas ici c'est le point A et C, est égale à la somme des travaux de toutes les forces extérieures entre A toujours et C. Voici ce que nous dit le théorème de l'énergie cinétique. Maintenant, la variation de l'énergie cinétique entre le point A et le point C, cette variation n'est rien d'autre que l'énergie cinétique, donc au point d'arrivée, c'est-à-dire au point C, moins l'énergie cinétique au point de départ, c'est-à-dire au point A. Et c'est égal à quoi? Pour pouvoir donner la somme des travaux de toutes les forces, il faut d'abord connaître ces forces. Ici, je vous ai dit, vous pouvez partir en termes de 2 forces ou bien en termes de 4 forces. Donc ici, nous allons appliquer le théorème ici en termes de 2 forces. Nous avons les forces telles que quoi? Le poids et la réaction du support. Donc, c'est-à-dire on aura le travail du poids P, toujours entre A et C, plus le travail de la réaction R simple du support entre A et C. Tout simplement. Vous voyez? Maintenant, quand vous finissez d'écrire ça, vous pouvez aller maintenant chercher ces thèmes-là, les calculer pas à pas, ou en même temps établir dans la relation. Donc, vous finissez comme ça, vous pouvez encadrer. Vous encadrez. Et vous arrivez maintenant à la ligne, ou bien vous allez maintenant dans le sur la marge. Or, l'énergie cinétique au point C, il y a mis le point C ici, en bas ici. L'énergie cinétique d'un corps en un point, ce n'est rien d'autre que la moitié de la masse de ce corps multipliée par la vitesse du corps au point en question élevé au carré. C'est-à-dire l'énergie cinétique au point C sera 1/2 de la masse fois la vitesse au point C, au point intéressé, au point C élevé au carré. Il est aussi de même. Or, et aussi, l'énergie cinétique au point A, ça sera aussi quoi? En observant cette relation, ça sera 1/2 multiplié par la masse, puisque la masse ne varie pas, multiplié par la vitesse au point A élevé au carré. Donc voici ça. Ça, ce sont les expressions des énergies cinétiques. Maintenant, l'expression des travaux. Le travail du poids. Nous savons très bien que le travail de la force appliquée à un corps en mouvement est égal à quoi? Au produit scalaire du vecteur force par le déplacement. Donc ici, le travail du poids, comme vous le savez déjà, le travail du poids P sur le trajet AC, c'est égal à quoi? Plus généralement, sinon on peut appliquer cette propriété que je viens de citer oralement, mais ici plus généralement, ici nous voyons que la bille fait quoi? On voit que cette pente-là, elle est oblique. Donc cette pente qui est oblique, la pente AC, elle est oblique par rapport à l'horizontale. Puisqu'elle est oblique par rapport à l'horizontale,
C'est comme si la bille remontait. La bille part du point A au point C. Donc, comme la bille monte, quand c'est comme ça, pour calculer le travail du poids, on ajoute un signe moins. C'est-à-dire moins le poids, la norme du poids peut lui-même multiplier par la hauteur. Vous voyez, multiplié par la hauteur H à laquelle la bille est élevée par rapport à l'horizontale. Or, quelle est donc cette hauteur? Cette hauteur ne sert à rien d'autre que la distance entre le point C et le point horizontal. C'est-à-dire la distance que je vais assurer ici, tracer un pointillé. C'est la distance H qui est. Si je mets un point H ici, voilà. Donc le H en question ici, c'est la distance CH. C'est cette distance-là. Donc comment nous pouvons donc trouver cette distance-là CH? Donc H égale à CH. Donc si nous trouvons CH, nous pouvons donc déduire H. Maintenant, pour trouver CH, qu'est-ce que nous pouvons faire? Alors, si nous considérons le triangle rectangle, le triangle ACH, ce triangle est rectangle au point H ici, c'est-à-dire les droites AH et HC forment un endroit. Donc le triangle AHC sera rectangle au point C. Si le triangle AHC est rectangle au point C et au point H plutôt, ça veut dire que la distance AC ne sera rien d'autre que l'hypoténuse de notre triangle rectangle AHC rectangle en A. Maintenant, comment il faut exprimer? Connaissant l'angle, nous connaissons très bien l'angle alpha qui a été donné dans les données qui doit être 30 degrés. Et nous connaissons aussi la distance AC qui représente l'hypoténuse de notre triangle rectangle. Donc, nous avons besoin ici d'une distance inconnue. Ce n'est que la distance HC, qui est la hauteur à laquelle la bille est élevée. Donc, pour trouver cette distance-là, on va se servir plutôt des prérequis que nous avons des classes antérieures, et surtout de la classe de la 3e. Nous connaissons très bien les relations trigonométriques que nous pouvons faire ressortir ou même déduire de ce triangle rectangle. Autrement dit aussi la propriété de Pythagore. Voilà. Mais ici, on ne pourra pas appliquer la propriété de Pythagore. C'est parce que pourquoi? Parce que dans ce triangle rectangle, nous ne connaissons pas la longueur des deux côtés. Mais on connaît plutôt la longueur d'un seul côté qui est l'hypoténuse et puis un angle. L'angle d'un sommet. Donc pour ce faire, la propriété de Pythagore ne sera pas valable ou ne pourra pas nous aider dans ce cas de figure. Donc pour ce faire, nous allons utiliser soit les relations de sinus ou même les relations de cosinus ou même la tangente. Vous avez vu 3 relations. Le sinus d'un angle dans un triangle rectangle, il a dit que le sinus d'un angle, c'est le côté opposé, la distance du côté opposé à cet angle divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire le côté le plus long. Le cosinus, là c'est le côté adjacent, c'est-à-dire le côté qui touche l'angle, la distance du côté qui touche l'angle divisé par l'hypoténuse. Ici, voici le côté adjacent qui est là, et voici l'hypoténuse. La tangente, ça va maintenant le rapport des deux côtés qui forment l'angle droit, c'est-à-dire le côté opposé divisé par le côté adjacent. Mes chers amis, entre toutes ces 3 relations trigonométriques, quelle est la relation qui peut mieux nous aider pour pouvoir trouver la distance de notre CH ici plus facilement? Ça sera la relation avec le sinus. Nous, en appliquant le sinus à cet angle alpha, vous verrez que le sinus, ça sera le côté opposé, c'est-à-dire la distance HC divisé par l'hypoténuse de ce triangle rectangle AC, qui n'est rien que la distance AC. Vous voyez? Donc, c'est ce que nous allons appliquer. Donc, nous allons dire quoi ici? Et nous savons que le sinus de l'angle alpha est égal à quoi? La distance CH divisé par la distance AC.
Puisque nous connaissons alpha, nous connaissons la distance AC qui fait L, donc nous allons maintenant tirer CH. Donc en tirant CH, CH sera le produit de ces deux-là. Dans ce cas, nous avons ici CH qui sera égal à AC multiplié par le sinus de l'angle alpha. Or, selon les données du test, il a dit que AC est égal à L. Donc, CH ici est égal à L fois le sinus de l'angle alpha. Tout simplement. Donc, connaissant maintenant CH, nous pouvons déduire la hauteur H à laquelle la bille est élevée pour déduire le travail du poids P. Donc, si nous venons ici, puisque H est égal à CH, ça veut tout simplement dire que H ici, c'est égal à L par le sinus de l'angle alpha. Tout simplement. Et le poids P, vous savez depuis les classes antérieures, que le poids, c'est le produit de la masse du corps par le champ de pesanteur G. Donc, ici, nous aurons ici le travail du poids en AC, sera moins mg fois L multiplié par le sinus de l'angle alpha. Maintenant, le travail de la réaction. Le travail de la réaction R au point C, entre A et puis C. Ça sera quoi? C'est sur cette réaction que nous allons appeler maintenant le produit de la réaction de produit scalaire. Donc, ça sera la force elle-même qui est la réaction R scalaire le vecteur de déplacement qui est AC. Vous voyez? Maintenant, cette force-là, est-ce que nous connaissons sa norme? Oui, on peut connaître sa norme en calculant la norme en passant par un théorème, par le théorème de Pythagore, par cette figure. Mais ici, puisque nous avons ici un produit scalaire, pour aller encore plus rapidement, remplaçons cette force-là par ces résistances-là. C'est-à-dire la force de frottement F, petit f ici, et la force de la réaction normale Rn. Donc, c'est-à-dire, on aurait ici quoi? En remplaçant R par cette expression, vous aurez F, vecteur F plus R indice N, c'est cette force-là, scalaire, le vecteur AC. Le produit scalaire aussi est distributif. Donc, si le produit scalaire est distributif, donc cette réaction est égale à quoi? À F scalaire AC. Et regarde le signe qui est là, plus R indice N, vecteur R indice N scalaire, la même distance AC. Maintenant, la question à savoir, puisque le produit scalaire, par définition, bon, le travail d'une force, par définition, c'est le produit scalaire de ce vecteur force par le vecteur de déplacement. Donc, dans ce cas, nous pouvons dire que le produit scalaire de la force de frottement, du vecteur force de frottement par le déplacement AC, va plutôt représenter le travail de la force de frottement sur le déplacement AC. Et le produit scalaire de la force, c'est-à-dire la réaction normale R par le déplacement AC, va aussi représenter le travail de la force Rn sur ce déplacement. Tout simplement. Donc, pour ce faire, puisque nous savons très bien que le produit scalaire aussi a ses propriétés comme à lui. Lorsqu'il fait le produit scalaire de deux vecteurs qui sont orthogonaux, alors c'est-à-dire ce produit scalaire sera nul. Donc, quand je regarde ici sur la figure, je vois très bien que le vecteur AC et la réaction Rn ont des supports perpendiculaires. Quand on a des supports perpendiculaires, ça veut dire que les deux vecteurs là sont orthogonaux. Donc, tout simplement, la réaction ici, ce produit vectoriel, ce produit scalaire sera équivaut à 0. Et ça va rester maintenant quoi? Ça veut dire que le travail de la réaction du support va se réduire tout simplement au travail des forces de frottement. Et en faisant ce produit scalaire, ces deux vecteurs-là sont collinéaires. Pourquoi? Parce que ces deux vecteurs sont parallèles, voilà, sans être confondus, mais seulement qu'ils sont de sens opposés. Donc, en faisant le produit scalaire de deux vecteurs qui ont des sens opposés, collinéaires de sens opposés,
les produits scalaires sera égal à quoi? Donc, puisque ce facteur est nul, ça va rester F scalaire AC. F scalaire AC, ça fait tout simplement F, la norme de F multiplié par la norme de AC. En réalité, ce produit est multiplié par le cosinus de l'angle formé entre deux vecteurs. Mais du fait que ces deux vecteurs soient collinéaires et de sens opposés, ça veut tout simplement dire que l'angle formé entre deux vecteurs sera un angle plat. Or, un angle plat, en radian, ça fait pi radian. Donc, en réalité, le cosinus de l'angle formé entre les deux forces et entre les deux vecteurs F et AC sera le cosinus de pi, qui sera égal à moins 1. Donc, voilà pourquoi, ici, nous allons affecter ce résultat ici à un signe moins. Tout simplement. Donc, ce qui veut dire que le travail de la force de réaction du support est égal à moins F, moins la norme de la force de frottement, multiplié par le déplacement. Donc, chers amis, nous venons tout simplement d'exprimer l'énergie cinétique au point C, l'énergie cinétique au point A, le travail du poids P et le travail de la réaction R. Nous avons maintenant tout cela, les expressions. On va maintenant venir les injecter dans la relation pour pouvoir poursuivre le reste du calcul.